Les forces abandonnaient le milliardaire, jusqu'à ce qu'elle prononce des mots qu'il n'aurait jamais cru possibles. Ses mains qui avaient un jour esquissé des gratte-ciel peinaient aujourd'hui à tenir un simple verre d'eau. Alexandre Valois, le génie de l'architecture, était en train de s'éteindre. Hélène, son épouse, le soignait avec une dévotion qui trompait le monde entier, mais son regard dissimulait une vérité glaciale. Et au milieu de la faiblesse qui le consumait, une jeune kinésithérapeute commença à percevoir les fissures dans la mascarade. Elle ne pouvait simplement pas imaginer que sa découverte ne sauverait pas seulement un homme, mais l'héritage de toute une vie, menacé par la personne même qui aurait dû le protéger. La réponse ne se trouvait pas dans la fortune qui l'entourait, mais dans la flamme qui, un jour, l'avait dévoré de l'intérieur. Alexandre n'était pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Il était fils de menuisier et de couturière, un garçon qui voyait des angles et des lignes en toutes choses. Ses premiers plans n'ont pas été faits sur des logiciels informatiques, mais sur des serviettes en papier d'un bistrot bon marché, avec un crayon qu'il taillait au canif de son grand-père. Il y avait une urgence en lui, un besoin d'extraire les formes de sa tête pour les projeter dans le monde, comme si chaque dessin était la promesse qu'il ne tomberait pas dans l'oubli. Dès le début, il était différent. Tandis que ses camarades d'université rêvaient de tours de verre et d'acier, symboles de pouvoir et de froideur, Alexandre rêvait de bâtiments qui respirent. Il parlait d'utiliser la lumière du soleil comme une brique, le vent comme un confrère architecte et le silence comme fondation. Pour lui, un édifice n'était pas une conquête de béton, mais un organisme vivant, un refuge destiné à accueillir et inspirer les gens. Cette philosophie fut d'abord perçue comme une poésie naïve, le délire d'un jeune rêveur qui ne connaissait pas encore la brutalité du marché immobilier. Mais son génie était indéniable. Son premier grand projet, un centre culturel intégrant un parc abandonné à la structure du bâtiment, le mena presque à la faillite. Tout le monde disait que c'était impossible, un risque insensé. Il a tout misé, a enchaîné les nuits blanches, et le résultat fut un chef-d'œuvre qui devint une référence mondiale en architecture durable. À partir de là, le nom d'Alexandre Valois devint synonyme d'innovation. Il ne se contentait pas de construire, il sculptait l'horizon. Chaque contrat signé, chaque prix reçu était la preuve que sa poésie, finalement, était concrète et tangible. Mais cette même flamme qui l'avait élevé commença à le consumer. La pression d'être toujours le génie, les voyages interminables, les nuits sans sommeil. Peu à peu, la passion devint un fardeau. L'éclat dans ses yeux laissa place à un épuisement profond, une apathie que l'argent ne pouvait guérir. Il cessa de dessiner sur des serviettes. Il cessa de rêver de bâtiments qui respirent. Et c'est dans ce vide précis qu'Hélène, avec son ambition silencieuse, trouva l'espace parfait pour s'épanouir. Alexandre devint un roi fatigué dans un château qu'il avait lui-même bâti, mais qu'il ne reconnaissait plus comme son foyer. Pourtant, même dans l'hiver de son âme, une graine tenace refusait de mourir, enfouie sous des couches d'apathie et d'épuisement. C'était son véritable et ultime désir, l'œuvre qui donnerait un sens à toutes les autres. Elle s'appelait le projet Arche. Ce n'était pas un bâtiment, c'était un écosystème, un sanctuaire vertical pensé non pas pour défier la nature, mais pour fusionner avec elle. L'idée qui le hantait depuis plus d'une décennie était de créer une structure qui pourrait, en théorie, survivre isolé du reste du monde. Un lieu qui produirait sa propre énergie propre, qui traiterait et recyclerait chaque goutte de son eau, qui produirait sa propre nourriture dans des jardins verticaux irrigués par un système qu'il avait lui-même conçu, inspiré par les civilisations anciennes. C'était une utopie, une folie géniale, le genre d'idée qui soit change le monde, soit détruit complètement son créateur. Pour Alexandre, ces derniers temps, il semblait qu'elle faisait les deux. Dans son bureau personnel, fermé à double tour, des dizaines de carnets à couverture noire gardaient les secrets de l'Arche. C'étaient des années de recherche silencieuses, des calculs de ventilation transversale qui supprimeraient le besoin de climatisation, des études sur des panneaux solaires organiques imitant la photosynthèse des feuilles, des notes sur la manière dont le son de l'eau s'écoulant dans des canaux internes
pourrait affecter positivement la santé mentale des résidents. Il avait voyagé dans des déserts pour comprendre comment les peuples nomades se protégeaient de la chaleur et dans des forêts tropicales pour observer comment la canopée des arbres gérait la lumière du soleil. Chaque détail était une obsession, la pièce d'un puzzle que lui seul pouvait voir assemblée. Hélène voyait ses carnets comme le journal d'un homme obsédé, une rêverie dangereuse. Pour Alexandre, ils étaient à la carte vers l'avenir de l'humanité. L'Arche était plus qu'un défi technique, c'était sa réponse à un monde qu'il sentait avoir contribué à défigurer. Il regardait les villes et voyait ses propres bâtiments, magnifiques, primés, mais fondamentalement stériles. Des monolithes de béton qui consommaient des fleuves d'énergie et crachèrent de la pollution. Lui, le fils du menuisier qui voyait son père construire des meubles qui duraient des générations, qui servaient un but clair, était devenu un créateur de luxe jetable. L'Arche était sa pénitence, sa chance de laisser derrière lui quelque chose qui ne soit pas seulement beau à voir, mais vital, quelque chose qui rendrait au monde plus qu'il ne lui prenait. C'était la seule œuvre qu'il ne voulait pas voir porter le nom Alexandre l'architecte, mais plutôt Alexandre le bâtisseur, comme son père. C'était sa chance de rentrer chez lui, de retrouver le but qui s'était perdu entre les contrats millionnaires et les éloges vides de la haute société. Mais maintenant, ce rêve n'était plus qu'une torture silencieuse. Les carnets restaient sur l'étagère, prenant la poussière. Le fichier numérique avec les prototypes était protégé par un mot de passe que lui-même, dans son brouillard de fatigue, avait du mal à se rappeler. Hélène, toujours pratique et efficace, avait déjà dit au conseil d'administration que le projet était financièrement non viable. Un délire coûteux qui devait être mis de côté pour protéger la santé de l'entreprise. Et Alexandre, sans force pour débattre, n'avait pas protesté. Parfois, la nuit, il ouvrait une image du projet sur sa tablette, regardait les lignes parfaites, la promesse d'un avenir meilleur et sentait un abîme infranchissable entre l'homme qu'il était et l'homme qui avait rêvé cela. L'Arche était son seul port d'attache, mais il était à la dérive, et la marée, contrôlée par des mains qu'il ne comprenait plus, l'emportait de plus en plus loin du rivage. C'est sur cette marée de désolation qu'une nouvelle présence arriva au manoir. Ce n'était ni un investisseur, ni un ami, ni un parent. C'était Chloé. Jeune, discrète, avec un regard qui semblait voir à travers les apparences. Engagée sur recommandation médicale pour maintenir la tonicité musculaire d'Alexandre pendant sa sévère crise d'épuisement, elle entra dans cette maison froide sans se laisser impressionner par le marbre ou le lourd silence. Lors de sa première évaluation, elle nota l'évidence, l'atrophie due à l'inactivité, la faiblesse généralisée. Mais elle nota aussi ce qui ne figurait pas dans le rapport médical. Les muscles d'Alexandre répondaient au toucher, sa structure physique était intacte. Ce qui manquait, c'était le commandement. C'était comme si le capitaine de ce navire dormait profondément, ou pire, était maintenu endormi. Les jours se transformèrent en semaines, et Chloé, méthodique et patiente, commença à tout consigner dans son journal professionnel. Et un schéma effrayant commença à émerger de ses notes. Lors des séances qui avaient lieu le matin, avant qu'Hélène n'apparaisse avec un sourire impeccable et le plateau de vitamines et compléments, Alexandre était plus présent. Il parvenait à soutenir son regard pendant 2, peut-être 3 secondes. Un doigt de sa main avait bougé involontairement une fois, quand elle avait mentionné à voix haute le nom d'un vieil architecte qu'il admirait. C'étaient des miettes de réaction, mais c'était quelque chose. Cependant, environ 1 heure après la médication matinale, le brouillard revenait. Dense, lourd, ses yeux perdaient leur mise au point, la salive s'accumulait au coin de sa bouche, et toute réponse, aussi minime soit-elle, disparaissait complètement. Ce n'était pas un tableau de burn-out classique, c'était quelque chose de programmé, de quasi chimique. Chloé commença, très subtilement, à changer de tactique. Elle cessa de se concentrer uniquement sur les muscles et tenta d'atteindre l'esprit derrière ce mur d'apathie. « Ce bâtiment ici », disait-elle en désignant une maquette sur l'étagère de la chambre. « La façon dont la lumière pénètre par cette fente est tout simplement incroyable. Comment y avez-vous pensé ?»
Elle parlait de ses dessins, de la texture du bois qu'il choisissait pour ses projets, essayant de trouver la moindre étincelle d'intérêt. Et c'est alors qu'Hélène, toujours vigilante, commença à intervenir. Elle apparaissait sur le seuil avec une tasse de thé. « Chloé, ma chère, ne le surchargeons pas, voulez-vous ? Le docteur a été très clair sur la nécessité d'un repos mental absolu. » Le ton était mielleux, mais le message était un ordre. Hélène ne la voyait pas comme une aide, mais comme une variable incontrôlée, quelqu'un qui, sans le savoir, commençait à poser les mauvaises questions. La confirmation de ses soupçons vint un mardi pluvieux. Chloé arriva avec 20 minutes d'avance pour la séance de l'après-midi et la maison était dans un silence presque total. La porte de l'office, une petite cuisine où Hélène préparait les repas et les médicaments d'Alexandre, était entr'ouverte. Poussée par une intuition qui lui glaça le dos, elle s'approcha sur la pointe des pieds sans faire de bruit, et elle vit. Hélène était de dos, complètement concentrée. Sur le comptoir en granit, il y avait 2 flacons. L'un était le coûteux polyvitaminé, avec l'étiquette de la pharmacie et l'ordonnance bien en vue. L'autre était un petit flacon en verre ambré, sans aucune identification, sans la moindre étiquette. Avec la précision d'un chirurgien, Chloé vit Hélène ouvrir l'une des gélules du flacon officiel, en vider soigneusement une partie du contenu dans l'évier et la remplir d'une poudre blanc grisâtre qu'elle préleva du flacon clandestin. Puis, elle referma la gélule et la remit dans le pot, la mélangeant aux autres. Le geste fut rapide, clinique et absolument terrifiant, mais le pire était encore à venir. Et le pire, Chloé allait le découvrir ce soir-là, n'était pas un danger physique caché dans un flacon. C'était quelque chose de plus cruel, de plus lent et d'infiniment plus douloureux, l'anéantissement public d'une légende, retransmis en direct au monde entier et orchestré par celle qui aurait dû veiller sur sa mémoire. L'événement était le compas de Vermeil, la plus prestigieuse récompense d'architecture en Europe. Et cette année-là, le grand honoré de la soirée, recevant le prix pour l'ensemble de sa carrière, était Alexandre Valois. Cela aurait dû être son couronnement définitif. Au lieu de cela, ce fut son exécution. Le manoir s'était transformé en studio de télévision. Lumière professionnelle, une caméra haute définition et un immense moniteur affichant la retransmission officielle. Hélène contrôlait tout. Elle habilla Alexandre d'un costume en lin italien qu'elle avait elle-même choisi, ajusta le nœud de sa cravate avec un sourire que les caméras adoreraient et, quelques minutes avant de passer à l'antenne, lui tendit une gélule. « Pour t'aider avec l'anxiété, mon amour, pour que ta voix soit ferme », murmura-t-elle. C'était la gélule que Chloé l'avait vue trafiquer. La kinésithérapeute assistait à la scène depuis un coin de la pièce, se sentant comme une complice forcée. Son devoir était d'intervenir, mais comment? Crier que l'épouse dévouée était une imposture devant l'équipe de tournage. Son impuissance était un nœud dans sa gorge, un poids sur son estomac. Elle ne pouvait qu'observer. La cérémonie commença par un hommage émouvant. Une vidéo de 10 minutes montra les œuvres iconiques d'Alexandre du premier centre culturel au gratte-ciel qui semblait toucher le ciel. Des architectes de renommée mondiale témoignaient, le qualifiant de visionnaire, de poète du béton, l'homme qui nous a appris que les bâtiments peuvent avoir une âme. Les images montraient un Alexandre jeune, vibrant, avec le regard affamé de celui qui voulait changer le monde. La production était impeccable, construisant l'image du titan à l'apogée de sa gloire. Quand la vidéo se termina, le présentateur, la voix étranglée par l'émotion, annonça le prix. Et pour nous faire l'honneur de quelques mots, le maître, le génie, Alexandre Valois. La caméra dans le manoir fit un gros plan sur son visage. Il était élégant, la lumière le mettait en valeur, mais ses yeux étaient perdus, nageant dans le brouillard chimique qu'Hélène lui avait administré. Elle avait placé un prompteur avec le discours qu'elle avait écrit, mais il parvenait à peine à se concentrer sur les lettres. Il ouvrit la bouche, et ce qui suivit fut un silence gênant qui dura une éternité. Puis, il commença à parler. Sa voix n'était qu'un murmure pâteux, les mots traînants. « Je voulais remercier. » Il s'arrêta, fixa un point vide sur le mur. « Remercier mon institutrice de CE2 qui m'a mis
vint en dessin. Un rire nerveux et confus lui échappa. Le public virtuel, composé de centaines de visages célèbres dans de petites fenêtres, se figea. La gêne était palpable. Il essaya de nouveau. Et mon projet, l'arche, elle flotte. Il fit un geste désordonné de la main puis s'arrêta, avec un sourire enfantin et perdu, comme un enfant effrayé sur scène. C'était l'image de la ruine d'un grand homme. Hélène agit rapidement. Avec une expression de douleur et d'amour inconditionnel, elle s'approcha, lui prit le micro de la main et s'adressa à la caméra. « Je vous prie de nous excuser. L'émotion est immense et, comme vous le savez, la santé d'Alexandre est très fragile. Il vous remercie tous du fond du cœur. Merci. » Et d'un clic, la retransmission depuis le manoir fut coupée, laissant dans l'air l'image d'une épouse héroïque prenant soin de son mari brisé. Quelques minutes plus tard, l'humiliation fut scellée. Sur un portail d'information qui couvrait l'événement, Stéphane apparut pour une interview. Son visage était le masque le plus parfait de l'inquiétude et du respect. « Alexandre est ma plus grande inspiration », commença-t-il d'une voix sereine. « Le voir ainsi, si fragilisé, brise le cœur de nous tous qui l'admirons. C'est un titan. » Puis vint le coup de grâce. « Mais peut-être, » continua-t-il en regardant la caméra avec une fausse profondeur, « des moments comme celui-ci nous apprennent que même les plus grands titans doivent savoir quand il est temps de se reposer, de prendre soin de soi et de passer le relais à une nouvelle génération pour continuer son héritage. » Il n'offrait pas son soutien. Il clouait le cercueil de la carrière d'Alexandre en direct pour que le monde entier le voie. Les lumières du studio improvisé s'éteignirent une à une. L'équipe de tournage rangea son matériel dans un silence respectueux, jetant des regards apitoyés sur Alexandre, qui restait assis dans le fauteuil comme une statue de lui-même. Hélène congédia tout le monde avec une efficacité polie, les remerciant pour leurs soins et leur professionnalisme. Lorsque le dernier membre de l'équipe ferma la porte, le manoir fut englouti par un silence profond. Elle s'approcha d'Alexandre, lui déposa un baiser froid sur le front et dit, de la voix douce d'une infirmière, « Voilà, mon amour, c'est fini. Maintenant, tu dois te reposer. » Et puis, elle aussi s'en alla, le laissant seul dans l'immensité du salon qu'il avait lui-même conçu. Les murs de verre, qui autrefois encadraient la ville comme une œuvre d'art, semblaient maintenant des miroirs sombres, reflétant l'image d'un homme qu'il ne reconnaissait pas, un homme fragile, voûté, avec les yeux d'un prisonnier. Peu à peu, le lourd brouillard de la médication commençait à se dissiper, mais ce qui émergeait à sa place était infiniment pire, la clarté tranchante de l'humiliation. Il pouvait entendre l'écho de ses propres mots décousus, voir les visages figés à l'écran, sentir le poids du mépris déguisé en pitié. Lui, qui avait passé sa vie à construire des héritages, était devenu, en une seule nuit, une anecdote, une triste histoire que les gens raconteraient lors de dîners pour illustrer la fragilité de l'esprit humain. Ce fut le son d'un rire qui le tira de sa torpeur, un rire clair, cristallin et absolument dépourvu de toute tristesse. Il venait du bureau d'Hélène, au bout du couloir. Mu par un instinct qu'il ne savait plus posséder, Alexandre se leva, les genoux tremblants, et marcha lentement vers la porte entr'ouverte. Sa voix était enjouée, complice. « Tu as vu leur tête, Stéphane ? Pure panique et pitié. C'était mieux que tout ce que j'aurais pu planifier. Non, il ne se doute absolument de rien. Il est doux comme un agneau. » Une pause, suivie d'un autre rire. « Ton discours ? Ah, c'était la cerise sur le gâteau. L'héritier inquiet parlant de passer le relais. C'était une performance de génie. Après aujourd'hui, personne au Conseil n'osera nous remettre en question quand nous transférerons le contrôle total du projet Arche à ton nom. Ils penseront rendre service au pauvre Alexandre. » Chaque mot était un coup physique, mais il n'y avait pas de douleur, juste un vide glacial qui se propageait dans sa poitrine. La vérité ne le libéra pas, elle l'anéantit. Il recula de la porte avant qu'elle ne puisse remarquer sa présence et se traîna jusqu'au centre du salon. Le sol en marbre, froid sous ses pieds, semblait le seul élément réel dans ce monde de mensonges. Il ne ressentit pas de colère, il ne ressentit pas de tristesse, il ressentit une profonde absence de lui-même.
Le sol n'avait pas disparu. Le sol n'avait jamais vraiment été là. Il était un fantôme, hantant les couloirs de sa propre vie, un pion dans un jeu auquel il ne savait même pas qu'il participait. Le grand architecte, le visionnaire, avait été démoli de l'intérieur, et la structure qui restait était creuse. Il glissa le long du mur et s'assit par terre, enlaçant ses genoux, un roi déchu dans un palais vide. Tandis que l'obscurité du manoir et de l'âme engloutissait Alexandre, à des kilomètres de là, une petite lumière s'allumait sur l'écran du portable de Chloé. Elle regardait la rediffusion de la scène pathétique du discours, non pas avec pitié, mais avec une fureur grandissante. Elle ne voyait pas un homme malade, elle voyait un homme empoisonné. Les symptômes étaient bien trop clairs. La dysarthrie, la confusion mentale, l'ataxie, ce n'était pas un épuisement, c'était une intoxication. Son serment professionnel, sa boussole morale, sa simple humanité, tout criait en elle. Elle ne pouvait pas être la seule à connaître la vérité et à ne rien faire. Sur une impulsion, elle attrapa son sac et ses clés de voiture. Elle dirait qu'elle avait oublié un appareil de mesure, n'importe quelle excuse ferait l'affaire. Mais sa raison était autre. C'était un terrible pressentiment que l'homme qu'elle venait de voir humilié devant le monde était maintenant complètement seul, et que la prochaine dose de vitamine pourrait être la dernière. Elle ne savait juste pas que quelqu'un était sur le point de tout changer. Vous êtes-vous déjà senti réduit au silence, même lorsque tous les regards étaient tournés vers vous? Avez-vous déjà dû ravaler la vérité en regardant le monde croire à un mensonge raconté sur votre vie? Si vous comprenez ce que c'est que d'avoir la voix piégée à l'intérieur, commentez « moi » ci-dessous, juste pour que je sache que vous êtes là avec moi et que vous comprenez l'ampleur de cette douleur. Chloé entra dans le manoir en utilisant la clé de service qu'on lui avait donnée pour les séances. L'excuse d'avoir oublié un équipement était sur le bout de sa langue, mais elle ne fut pas nécessaire. La maison était plongée dans une quiétude anormale. Elle le trouva dans le gigantesque salon, effondré, assis sur le sol froid en marbre, recroquevillé contre un pilier en béton brut qu'il avait lui-même dessiné pour donner l'impression qu'il soutenait le ciel. L'écran de la télé, toujours allumé, montrait le visage suffisant de Stéphane dans une interview. À côté d'Alexandre, par terre, un verre vide. Il ne pleurait pas. Il semblait avoir dépassé cela, être parvenu à un endroit où même les larmes ne pouvaient plus l'atteindre. Son regard était fixé sur le vide, l'expression d'un homme qui avait renoncé. N'importe quel autre professionnel se serait précipité, aurait vérifié le pouls, lancé un protocole d'urgence. Pas Chloé. Elle vit que le pouls qui devait être vérifié était celui de son âme, et celui-là, aucune machine ne pouvait le mesurer. Elle comprit que le plus grand danger ici n'était pas physique. C'était l'abandon. Dans un silence absolu, elle traversa la pièce, traîna un petit tabouret en cuir et s'assit à quelques mètres de lui. Pas trop près pour que ce soit une invasion, pas trop loin pour que ce soit de l'indifférence. Et elle ne dit rien. Elle est juste restée, témoin, partageant le silence, la douleur, l'immensité de cette pièce, devenue une cathédrale pour sa solitude. Elle respirait profondément, et c'était comme si, à chaque inspiration, elle tentait d'absorber un peu de la douleur qui flottait dans l'air. Après des minutes qui semblèrent une éternité, elle parla enfin. Sa voix était un murmure, un baume, complètement dépourvu de pitié. Elle ne dit pas « tout ira bien ». Elle ne dit pas « je sais ce qui se passe ». Elle ignora le désastre de cette nuit, le prix, l'humiliation. Ses yeux balayèrent les maquettes, les livres d'art, puis se posèrent sur lui, l'homme par terre. « Alexandre », commença-t-elle, et son nom sonna presque comme un sauvetage. « Dites-moi une chose, quelle a été la toute première chose que vous avez dessinée? Pas le premier bâtiment célèbre qui est paru dans un magazine, la toute première, celle que personne ne connaît, qui n'existe peut-être même plus sur le papier, seulement dans votre mémoire. » La question était si inattendue, si radicalement décalée de la tragédie du moment, qu'elle réussit l'impossible. Elle perça l'épaisse couche d'apathie qui l'enveloppait. Il tourna lentement la tête, ses yeux mettant du temps à faire la mise au point sur elle, comme si elle était une apparition.
Pourquoi lui demandait-elle cela? Pourquoi maintenant? Sa voix, quand elle sortit enfin, était un grattement de feuilles sèches, faible à cause du manque d'usage et de la douleur. Une cabane dans un arbre. Et alors, il raconta. Avec de longues pauses, d'une voix défaillante, il décrivit. Il raconta une cabane à 2 étages dans le vieux marronnier du jardin de ses parents, un refuge qu'il avait construit pour sa petite sœur qui avait peur du noir. Il raconta le toit qu'il avait fabriqué avec de vieilles plaques publicitaires trouvées dans la rue, le système de poulies qu'il avait inventé pour monter et descendre un seau avec des biscuits et des bandes dessinées. Il raconta la petite fenêtre qu'il avait découpée dans le bois, parfaitement alignée pour que le premier rayon de soleil du matin frappe directement son visage. Et tandis qu'il parlait, quelque chose de miraculeux se produisit. Un muscle de son visage, paralysé par la douleur, bougea. Une lueur, timide et fragile, comme la flamme d'une bougie au milieu d'une tempête, se ralluma au fond de ses yeux. Chloé ne le regardait pas avec compassion. Elle souriait, sincèrement fascinée par l'histoire, comme une enfant écoutant un conte. À cet instant, dans cette pièce froide, il n'était pas le génie humilié, ni le patient fragile, ni la victime d'une conspiration. Il était le garçon qui avait construit un refuge dans un arbre pour protéger celle qu'il aimait. Et pour la première fois depuis des années, il sentit que quelqu'un le voyait enfin vraiment. Le lendemain, lorsque Chloé arriva pour la séance, l'air dans le manoir était différent. Alexandre l'attendait déjà, assis dans un fauteuil près de la fenêtre, non plus recroquevillé sur le sol. Il la regarda entrer, et dans le silence qui suivit, un pacte fut scellé. Ils n'eurent pas besoin de mots. Son regard, encore fatigué, mais maintenant doté d'une concentration déterminée, disait « Je sais que vous savez ». Et son subtil hochement de tête répondait clairement « Je suis avec vous jusqu'au bout ». Leur alliance ne serait pas bâtie sur des plans et des chuchotements, mais sur une confiance mutuelle, l'arme la plus puissante contre un ennemi qui les sous-estimait tous les deux. À partir de ce moment, la kinésithérapie cessa de ne concerner que le corps. Elle devint la reconquête de l'âme. L'épreuve du feu vint avec le petit déjeuner. Comme une horloge, Hélène entra dans la chambre, radieuse, équilibrant le plateau d'argent. « Tes vitamines, mon chéri, pour te donner de la force. » Elle posa le petit bol avec la gélule et un verre d'eau sur la table de chevet d'Alexandre. Ses yeux observaient chacun de ses mouvements, un mélange de soin théâtral et de vigilance. Chloé, qui préparait son matériel dans l'autre coin de la chambre, sentit son cœur s'accélérer. Alexandre prit la gélule. Il la regarda une seconde, un si petit objet qui contenait le pouvoir d'annihiler un homme. Il la porta à sa bouche, but une gorgée d'eau, fit un effort théâtral pour avaler et sourit faiblement à sa femme. « Merci, ma chérie. » Hélène, satisfaite, lui déposa un baiser sur le front et partit pour sa routine d'appel téléphonique. Dès que la porte se referma, Alexandre inclina la tête et, avec sa langue, poussa la gélule dans la paume de sa main. Humide, mais intacte. Il l'attendit à Chloé. C'était un trophée, la première bataille gagnée dans la guerre silencieuse. Les séances de kinésithérapie devinrent la façade parfaite pour la rébellion. Pour Hélène et pour les caméras de sécurité, ce n'étaient que des exercices de routine. Pour Alexandre et Chloé, c'étaient des sessions de stratégie et de renaissance. Pendant qu'elle l'aidait à étirer un muscle, elle murmurait « Respirez profondément, sentez la force revenir, ils ne peuvent pas vous enlever ça ». Et lui, le corps encore faible, commença à se battre. Et le plus important, il se remit à dessiner. Il commença en secret avec un morceau de fusain trouvé dans un tiroir sur un bout de carton. Les premières lignes étaient tremblantes, hésitantes, la main désaccoutumée, l'esprit encore embrumé. Il y avait des jours où la frustration le terrassait. Il regardait son dessin, n'y voyait qu'une ombre de son ancien talent et jetait le crayon au loin, le visage envahi par le doute. « Je n'y arrive plus », murmura-t-il un jour, la voix brisée. « Si, vous y arrivez », répondit Chloé avec un calme imperturbable en ramassant le crayon par terre. « Vous avez construit des bâtiments qui touchent les nuages. Recommencez, c'est tout, un trait à la fois. » Et il recommençait. Il cachait son nouveau carnet de croquis sous son matelas comme un adolescent cachant un journal intime. Et chaque jour, les lignes devenaient plus fermes. L'architecte revenait. Un après-midi,
Sentant une vague de clarté qu'il n'avait pas connue depuis des années, il eut une épiphanie concernant le système de purification de l'eau de l'arche. Il griffonna l'idée frénétiquement sur une feuille, le fusain glissant avec l'urgence d'autrefois. La solution était brillante, simple, révolutionnaire. Dans le processus, aveuglé par l'excitation, il froissa l'une des esquisses initiales et, sans réfléchir, la jeta dans la corbeille à côté du fauteuil. Des heures plus tard, Hélène entra dans la chambre pour récupérer le plateau du goûter. Ses yeux de prédateur, entraînés à remarquer le moindre détail déplacé, se fixèrent sur la boule de papier. Curieuse, elle la ramassa. Elle lissa la feuille sur la table. Ce n'était pas un simple gribouillage, c'était un dessin technique, détaillé, avec des annotations et des calculs en marge. La main qui avait fait cela n'était pas celle d'un homme diminué et confus. Le sourire affectueux sur le visage d'Hélène s'effaça, laissant place à un masque de fureur glaciale. Elle plia le papier lentement, méthodiquement, et le glissa dans sa poche. Mais la décision qu'elle allait prendre serait sans retour. La découverte du dessin fut le déclencheur. Hélène réalisa que le temps pressait. La marionnette commençait à couper ses propres ficelles. Elle ne pouvait plus attendre que la maladie lente et chimiquement induite fasse son travail. Le lendemain matin, elle joua son va-tout, son coup le plus audacieux et final. Elle convoqua une réunion d'urgence avec le conseil d'administration de l'entreprise d'Alexandre. Le motif officiel, envoyé dans un email au ton pressant et affligé, était la détérioration rapide et tragique de l'état neurologique d'Alexandre, qui exigeait une action immédiate et protectrice pour la stabilité de la compagnie et de son héritage. C'était un coup d'État déguisé en acte de miséricorde. La salle de réunion était un sanctuaire du pouvoir. Une table en acajou de 20 places, des fenêtres allant du sol au plafond, avec vue sur la ville qu'Alexandre avait aidé à construire, et dans l'air, un silence lourd de décisions valant des milliards. Les membres du conseil, des hommes et des femmes au visage grave, avaient déjà été conditionnés par des mois de rapports et de chuchotements d'Hélène. Ils voyaient la situation avec tristesse, et sa proposition comme la seule issue logique. Stéphane était là, assis à côté d'elle, avec une expression humble et grave, le parfait héritier réticent. Hélène se leva, les yeux embués de larmes dans une performance digne d'un prix. Elle parla de son amour pour Alexandre, de la douleur de le voir disparaître peu à peu, et de son devoir, en tant qu'épouse et partenaire, de protéger l'œuvre de sa vie. « C'est la décision la plus douloureuse que j'ai jamais eu à prendre, mentit-elle, la voix brisée, juste ce qu'il fallait. Mais mon devoir est de protéger l'héritage d'Alexandre, même si c'est pour le protéger de lui-même. » Elle présenta alors les documents. Le transfert total du contrôle créatif et administratif à un conseil de transition, dirigé, bien sûr, par Stéphane. « C'est ce qu'Alexandre aurait voulu, » conclut-elle. Le président du conseil, un homme âgé qui considérait Alexandre comme un fils, soupira lourdement et prit son stylo. C'était une formalité. Sauver l'entreprise, honorer l'homme, signer. La pointe de son stylo était à 1 centimètre du papier lorsque les portes doubles de la salle s'ouvrirent avec un bruit sourd. Ce n'était pas un assistant qui apportait le café, c'était Alexandre. Le silence qui suivit fut absolu. Tous les visages se tournèrent. Les expressions allaient de l'incrédulité au choc pur. Hélène blêmit, la mâchoire serrée. Stéphane se figea, la main à mi-chemin pour prendre un verre d'eau. Ce n'était pas l'homme qu'il connaissait depuis des mois. Alexandre était plus mince, certes, mais ses épaules étaient droites. Il ne traînait pas les pieds, ses pas étaient fermes, délibérés. Et ses yeux n'étaient plus embrumés. Ils étaient clairs, acérés comme des rasoirs, et brûlaient d'une fureur froide et patiente. Il ne portait pas de robe de chambre, mais un costume sombre, impeccablement coupé. Dans sa main droite, il ne tenait pas une canne, mais un épais rouleau de plan d'architecte, noué d'un ruban noir. Et juste derrière lui, telle une gardienne silencieuse, se tenait Chloé, le visage serein mais les yeux fixés sur Hélène. Il marcha sans hâte jusqu'au bout de la table vide. Sa place. Il n'éleva pas la voix. Quand il parla, le son était calme, mais chargé d'une autorité qui fit se tasser tout le monde dans la salle. « Bonjour à tous.
je vous prie d'excuser mon retard. J'ai cru comprendre que vous discutiez de mon héritage. » Il posa le rouleau de plan sur la table. Il regarda chaque membre du conseil, un par un, puis ses yeux se plantèrent dans ceux de sa femme. « Il est vrai que j'ai été malade, absent, mais ma maladie n'était pas un burn-out, comme le suggérait le rapport falsifié d'un médecin acheté. Ma maladie était du poison. Un poison servi chaque jour à petite dose, avec un sourire affectueux, par ma dévouée épouse, ici présente. » Un murmure de choc parcourut la salle. Hélène tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Alexandre ne sia même pas. Un poison pour me maintenir faible, confus, incapable, pour qu'elle, avec son complice et amant. Il regardait maintenant directement Stéphane, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 secondes, puisse porter le coup final. L'humiliation publique fut la première partie du plan. Cette réunion devait être la dernière. Il déroula les plans sur la table d'un geste rapide. Les dessins de l'arche, plus détaillés et brillants que jamais, s'étalèrent sur le bois. « Vous alliez transférer le contrôle de ceci, mon âme, mon rêve. Mais il se trouve que, pendant que j'étais prétendument incapable, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir et pour travailler. Pendant que vous planifiez ma fin, je planifiais l'avenir. Cette version de l'arche a 10 ans d'avance sur celle que vous connaissez, et elle, ainsi que tout le reste de mon patrimoine, n'appartient plus à Hélène. » Il sortit de sa poche un document plié et le jeta sur la table. « Mon testament a été modifié il y a des semaines, et toutes les preuves de votre conspiration, Hélène, les gélules trafiquées que ma kinésithérapeute a gardées, les enregistrements de vos conversations avec Stéphane, les transferts bancaires illégaux, sont entre les mains des autorités. » Le silence dans la salle était lourd comme du plomb, seulement brisé par le son d'un stylo de luxe tombant de la main d'un directeur et roulant sur le sol. Le roi n'était pas mort. Il était de retour sur son trône, et le jugement ne faisait que commencer. Pendant un instant, le seul son dans la pièce fut le bourdonnement de la climatisation. Les visages des directeurs étaient des masques de plâtre, paralysés entre la compréhension et le déni. Le stylo du président du conseil, tombé par terre, semblait être un artefact d'une autre époque, d'un temps, 5 minutes plus tôt, où le monde avait encore un sens. C'est Hélène qui rompit le silence, et ce ne fut pas avec un sanglot de remords, mais avec un son guttural, un mélange de rire incrédule et de hoquet de fureur. « Fou !» siffla-t-elle, le mot tranchant l'air. « Il est devenu complètement fou. Vous voyez, c'est de cela que j'essayais de vous protéger. » Elle se leva, la chaise raclant bruyamment le sol, et pointa un doigt tremblant vers Alexandre. Sa performance était maintenant celle d'une femme acculée, luttant pour sa vie. Il fait une crise, il invente des histoires, de la paranoïa. Et vous ? Elle se tourna vers Chloé, le visage autrefois angélique, maintenant tordu en un masque de haine pure. Votre petite infirmière opportuniste. Que lui avez-vous promis pour qu'il fasse ce théâtre ? La moitié de la fortune ? Vous lui avez monté la tête avec ses mensonges. Elle se tourna vers le conseil, les yeux suppliants. Mes amis, vous me connaissez depuis des années. Croyez-vous vraiment à cela ? Stéphane, en revanche, se dégonfla. Si Hélène était une prédatrice qui se battait, il était un rongeur, cherchant un trou pour se cacher. Il se tassa sur sa chaise, évitant le regard de tout le monde, en particulier celui d'Alexandre. Lorsque le président du conseil le dévisagea, exigeant une réponse, la voix de Stéphane sortit, fluette, pathétique. Je jure, je ne savais rien de tout ça. Hélène, elle m'a assuré que c'était le souhait d'Alexandre, qu'il me faisait confiance pour mener le projet Arche. J'essayais juste d'aider. J'ai été trompé autant que vous tous ici. Il regarda Alexandre, une supplique honteuse sur son visage. Alexandre, s'il te plaît, tu sais que j'ai toujours admiré ton travail. Il tentait de faire appel à une camaraderie qu'il avait lui-même assassinée. Sa lâcheté était si explicite, si écœurante, qu'elle surpassait presque sa trahison. C'est cette lâcheté qui rompit finalement le charme du conseil. Monsieur Almeida, le président, frappa la paume de sa main sur la table, le son résonnant comme un coup de feu dans la salle silencieuse. « Assez !» tonna-t-il, son visage âgé rouge de fureur et, par-dessus tout, de honte. « Assez de mensonges !» Il se leva,
le corps tremblant d'indignation. Il regarda Hélène avec un dégoût qu'elle, habituée à n'être qu'admirée, n'avait jamais reçu de sa vie. « Nous avons été aveugles, madame, et vous n'êtes pas une épouse dévouée, vous êtes un monstre. » D'autres directeurs commencèrent à s'exprimer. « Je ne lui ai jamais fait confiance », dit une directrice en désignant Stéphane. « Toujours dans les parages, toujours avec un compliment, attendant son tour. »« Et les transferts financiers que vous avez autorisés, Hélène ?» demanda un autre. « Les consultants que personne n'a jamais rencontrés, nous vous avons cru. Nous avons été complices de votre cupidité. » La marée n'avait pas seulement tourné, elle était devenue un tsunami qui les noyait tous les deux au milieu de la pièce. Comme un signe du destin, les portes de la salle de réunion s'ouvrirent une dernière fois. Pas de drame, juste la calme efficacité de la conséquence. Deux hommes en costume sombre et au visage impénétrable entrèrent, accompagnés de l'avocat qu'Alexandre avait engagé, un homme nommé Maître Alvaro. Il s'approcha calmement de M. Almeida et lui tendit un dossier. « Une copie du dossier complet pour les archives du Conseil, » dit-il. Les deux inspecteurs s'approchèrent de la table. Leur mouvement était lent, mais irréfutable. « Hélène Valois, Stéphane Lefebvre, » dit l'un d'eux, la voix neutre et létale. « Nous vous invitons à nous accompagner au commissariat. Il y a quelques questions très sérieuses qui attendent des réponses. » Le visage d'Hélène se brisa enfin. La fureur, le déni, tout s'effondra, laissant place à la panique pure et blanche de l'animal pris au piège. Stéphane baissa simplement la tête, vaincu. Au milieu du chaos contrôlé de cette scène, les murmures choqués, l'avocat expliquant les procédures, les inspecteurs attendant avec une patience mortelle, Alexandre croisa le regard de Chloé de l'autre côté de la pièce. Il n'y avait pas de triomphe dans ses yeux, ni de vengeance. Il y avait seulement la paix profonde et silencieuse d'un devoir accompli. La justice, réalisa-t-il, n'était ni bruyante ni glorieuse. Elle était juste, inévitable, et elle était arrivée. Une semaine plus tard, le bruit de la tempête s'était calmé. Les avocats s'occupaient de la paperasse, la presse créait ses récits, et le nom d'Hélène était passé de mondaine à scélérate. Mais, dans le penthouse où Alexandre se remettait, régnait un nouveau type de silence. Ce n'était plus le silence lourd et oppressant de la maladie, mais le calme pur qui vient après que la fièvre est enfin tombée. Il se tenait sur le balcon, enveloppé dans une couverture, regardant le soleil se coucher et peindre le ciel d'orange et de pourpre. En bas, les lumières de la ville qu'il avait aidé à allumer commençaient à clignoter, une à une, comme un cœur électrique. Il regardait les imposants gratte-ciel, les ponts audacieux, les monuments qui portaient sa signature sur chaque poutre, et pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentait pas de fierté. Il ressentait une compassion distante, comme s'il regardait le travail d'un autre homme. C'est là, dans ce moment de quiétude, que la véritable leçon s'installa dans son âme. Hélène et Stéphane n'avaient pas été la cause de sa chute. Ils en avaient été le symptôme. La vraie maladie, celle qui l'avait presque détruit, était plus ancienne et avait été cultivée par lui-même. Il avait passé 30 ans à construire un empire pour le monde, mais avait oublié de se construire un foyer pour lui-même. Il avait érigé des murs pour abriter des milliers de personnes, mais ses propres murs intérieurs étaient en ruine, fragiles et creux. L'épuisement, le burn-out qu'il appelait « fatigue de fin de projet » n'était pas le résultat du plan d'Hélène. C'était la porte qu'il avait laissée grande ouverte pour qu'elle et sa cupidité y entrent. Il ne l'avait pas fait tomber. Ils avaient juste poussé un homme qui, dans son arrogance et sa solitude, dansait déjà au bord du précipice. Il s'était perdu dans la quête d'un héritage de béton et avait oublié que le seul héritage qui compte est la paix que l'on construit à l'intérieur. Chloé s'approcha en silence, tenant 2 tasses de thé fumant. Elle se posta à côté de lui, observant simplement la ville ensemble. Nul besoin de parler. « J'ai passé toute ma vie à essayer d'être un titan, » dit-il soudain, la voix calme, sans le poids du passé. « Je pensais que la force, c'était de ne pas avoir de faiblesse, d'être inébranlable comme les bâtiments que je dessinais. » Il marqua une pause, respirant l'air frais du soir. « Maintenant, je vois, la vraie force, c'est d'avoir le courage de regarder ses propres ruines et de décider de construire quelque chose de nouveau, brique par brique. C'est de savoir demander de l'aide. »
Il se tourna vers elle, et pour la première fois, un petit sourire sincère apparut sur son visage. « Vous ne m'avez pas guéri, Chloé. Vous m'avez rappelé comment tenir un crayon. Le reste, il regarda de nouveau l'horizon. Le reste, c'est juste le travail de reconstruction. » Et à ce moment-là, il ne voyait pas la ville comme un conquérant, mais comme un artisan prêt à commencer, avec calme et patience, son œuvre la plus difficile et la plus importante, lui-même. Dans les mois qui suivirent, la poussière de l'explosion qu'Alexandre avait provoquée dans la salle de réunion commença à retomber, révélant un nouvel horizon. Le procès d'Hélène et de Stéphane fut rapide et brutal. Les preuves étaient irréfutables. Les rapports toxicologiques des gélules que Chloé avait conservées, les enregistrements audio, les relevés bancaires et le témoignage des membres du Conseil. Face à la condamnation de la justice et, peut-être de manière plus dévastatrice, au mépris absolu du public et de leurs pairs, leurs noms furent effacés des annales de l'architecture et de la haute société. Ils perdirent leur licence, leur fortune et leur liberté. Ils devinrent des fantômes, une note de bas de page dans une histoire sur laquelle ils n'avaient plus aucun contrôle. Et l'Arche. L'Arche renaquit de ses cendres, plus forte que jamais. Le scandale, ironiquement, donna au projet la visibilité que l'idéalisme d'Alexandre seul n'avait jamais réussi à obtenir. Des investisseurs éthiques, des fonds de technologie verte et même le soutien du public embrassèrent l'idée avec une ferveur inédite. Le Conseil, désormais renouvelé et d'une loyauté sans faille envers Alexandre, lui donna carte blanche. Mais le nouveau chef du projet était un nouvel Alexandre. Il monta une équipe de jeunes architectes et ingénieurs idéalistes, établit des horaires de travail humains et veilla à ce que la santé mentale de son équipe soit une priorité. L'Arche cessa d'être le rêve fiévreux d'un seul homme pour devenir le projet collaboratif d'une communauté qui croyait en un avenir meilleur. Alexandre ne fut plus jamais le même, et ce fut sa plus grande victoire. La fatigue chronique ne disparut pas par magie, mais il apprit à la respecter. Il était toujours un génie, mais maintenant c'était un génie qui savait quand s'arrêter, respirer, déléguer et surtout vivre. Il troqua le manoir froid et impersonnel contre un appartement plus petit, plus chaleureux, rempli de plantes et de livres qui n'étaient pas seulement d'architecture. Et Chloé, elle ne fut plus jamais seulement une kinésithérapeute. Dans l'une de ses premières décisions en tant que président réintégré du Conseil, Alexandre créa un poste pour elle. Un poste qui n'avait jamais existé dans l'entreprise. Directrice du bien-être et de l'éthique. Sa fonction était de garantir que la compagnie, dans sa quête d'innovation, ne valoriserait plus jamais les structures plus que les personnes qui les construisaient. Elle accepta. Ils ne devinrent pas un couple de contes de fées, mais quelque chose de peut-être plus rare et plus fort. Deux survivants, deux amis, qui avaient trouvé l'un en l'autre un port d'attache. Et ensemble, de temps en temps, ils allaient visiter les fondations de l'Arche, voyant non seulement un bâtiment s'élever, mais la preuve que même sur le sol le plus dévasté, la vie, avec soin et vérité, trouve toujours un moyen de fleurir. Si cette histoire de dépassement et de renaissance vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de laisser votre like pour soutenir notre travail et permettre à plus de personnes de s'émouvoir avec nous. Et dites-moi ici, dans les commentaires, depuis quelle ville vous regardez. J'adore savoir jusqu'où nos histoires parviennent à voyager. Si vous croyez, tout comme moi, au pouvoir d'histoires comme celle-ci, qui nous montre la force qui peut exister dans la vulnérabilité, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Maintenant, ne partez pas tout de suite. Choisissez l'une des deux histoires qui apparaissent à l'écran. Je suis sûr que l'une d'elles vous captivera. Cliquez dessus et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.